C'est des vieux nerds de 45 Franchement, balais. j'étais trop triste parce que cette chanson a tourné en boucle dans la maison, quoi. Bah bien sûr, ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Déjà rien que ça la date au carbone 14 de ouf, quoi. Et bah écoute, je l'ai chanté plusieurs fois sur scène et personne m'a suivi. Bah ouais, mais c'est ça, c'est mais pas le même pas là. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Un jeudi sur deux, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses, allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. Et en fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. C'est vrai, t'aimes bien ta voix ? Bah, je sais pas, il y a toujours je trouve un petit kiff quand même. Je sais pas, dans ces moments-là, ouais. J'aime pas me réécouter autant, mais je sais pas, m'entendre parler en direct, j'aime bien. Mais les gens qui l'ont jamais fait, ils sont toujours perturbés. Hein, bah oui, il y a plein de gens qui n'ont jamais parlé dans un micro, ils sont là. C'est trop bizarre de s'entendre. Oui, non. Je me suis jamais entendu comme ça. Tani, salut, bienvenue. Salut. Comment ça va ? Ça y est, c'est direct. Ah non, mais moi je suis comme ça. Eh ben écoute, ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Pourquoi t'es fatigué ? Parce que j'ai beaucoup travaillé au mois d'avril. On va en parler. Parce que au mois de mai, les gens font rien, ils partent tous faire des ponts, du coup, faut tout faire en avril. C'est quand même terrible parce que on pourrait se dire, ok, t'es humoriste, tu fais du stand-up, t'es genre une troubadour, quoi, tu vois. C'est clair. Ben non, t'es quand même obligé de travailler comme les gens salariés finalement. Bah ouais, c'est ça, c'est que je fais beaucoup de choses en dehors de la scène aussi. Là, ce mois-ci, j'ai fait une émission sur Move, une émission d'humour. On a enregistré, on a invité plein d'humoristes et tout. Puis là, en plus, j'ai eu la bonne idée d'accepter de faire des chroniques en matinale le vendredi à 7h du matin. Oui. Donc voilà. Et alors, ça se passe bien ? Et ben, le réveil est difficile, mais sinon, c'est très cool. Mais du coup... parce que les humoristes, on est quand même des petits bonhommes de la nuit. Donc ouais, le réveil à 6h, il fait un peu mal. Toi, t'es un petit bonhomme de la nuit alors ? Plutôt, ouais. J'aime bien dormir, ouais. Ok. Donc ma journée peut vite commencer... Mais je suis pas la pire, hein, vers 11h30 midi, quoi. Ouais. Ça va. T'as bien fait de faire troubadour, quoi. Oui. T'as bien fait de faire saltimbanque. C'est clair. Bon, Tani, t'es stand-upeuse. Ouais. C'est comme ça que tu te définis, t'es humoriste. Oui, c'est ça, humoriste, ouais. Comédienne. Oui, bon, je suis plus humoriste que comédienne. Plus humoriste que comédienne. Et en gros, tu joues ton spectacle là pour les dernières représentations. C'est ça. À l'Européen, donc fin mai, le 26 mai, c'est ça ? Il en reste 2 à l'Européen, 24 mai et 27 juin. Donc ça, c'est à Paris. Ouais, c'est ça. Et après, t'es un peu en vadrouille un peu partout. Et après, je suis en tournée en France jusqu'à cet hiver quand même. Hein. Ouais. Va taffer, quoi. T'as pas terminé. Non, mais j'aime bien découvrir les autres villes que Paris aussi. T'aimes bien cool. La tournée ? Ouais, franchement, au début, j'avais un peu peur et maintenant, je kiffe parce que... je sais pas, vu que je suis un peu plus sur les réseaux et tout, ça m'a amené un nouveau public. Et donc, j'ai l'impression que les gens sont encore plus contents, quoi, quand tu viens dans leur ville. Ils sont là genre, ah,
T'avais peur de une quoi? parole féministe, oui. lesbienne, tu vois, il y a un peu genre donc souvent ça crée des ambiances folles, alors qu'avant j'avais peur justement de pas trouver mon public en dehors de Paris. Ouais. Donc, voilà. J'avais entendu Merwan Benazar raconter qu'il Ouais. était allé dans une ville de l'Est, en Bretagne, Ouais. avec Panayotis faire sa première partie. Ah yes. Et qu'en fait, la meuf qui organisait la soirée Mhm. était là. Il va vraiment jouer, lui? Mais non. Mais quoi? Attends, la violence? Oui, hardcore. Oh waouh. Hardcore. Eh ben, bienvenue en Bretagne. Merwan en a un. Donc Merwan, je l'avais interviewé dans Histoire de mec. On avait parlé de masculinité parce qu'il en parle beaucoup. De Bruce Willis, notamment. J'ai jamais vu son spectacle, en fait. C'est vraiment... C'est Mais bien. il est très fort. C'est très chouette. On est là pour parler de toi, mais en tout cas... mais Le spectacle de Non, mais Merwan. t'avais... Comment ça va, Charlie Soignon? Ça se passe... L'enfer. Charlie, que j'avais déjà... On va en parler de Charlie, parce qu'elle a... Évidemment, elle de a toute manière, un je vais en grand parler. rôle dans ton... Bah j'imagine, oui, dans ton histoire, quoi. Mais en tout cas, ouais, tu me disais que t'avais un peu peur de pas trouver ton public, peut-être, c'est ça, quand tu sortais de la bulle Ouais. parisiano-parisienne, Bah quoi. ouais, je me demandais est-ce que une meuf qui raconte ouvertement son coming out, qui parle d'afroféminisme, est-ce que ça va parler à tout le monde, quoi. Et donc j'avais un peu peur de ça. Puis après c'est le début, quoi. C'est toujours la tournée, en tout cas, en tant que humoriste qui débute, c'est quand même assez solitaire. Genre, t'es tout seul, tu dois dire au régisseur, fais un top là, nanana. Et puis, quand tu connais personne, c'est quand même assez stressant, quoi. T'es aussi dans une nouvelle salle que tu connais pas. Donc là, Donc, il y avait des moments un peu d'angoisse. Tu vas te balader toute seule, tu prends le train toute seule, t'es dans ta chambre d'hôtel toute seule. Ouais, parfois. Voilà, quoi. Alors que là, bon, en général, maintenant, je pars avec mon régisseur. Ça y est. Donc ça, c'est Et cool. t'as percé. J'avoue que ça, je suis contente parce que franchement, c'est tellement plus reposant et plus agréable, quoi. Le régisseur, pour les gens qui savent pas, c'est la personne qui va s'occuper de toutes les lumières, Ouais, de c'est ton ça. son, etc. Pendant ton Réglage spectacle. micro, tout ça. Et donc là, Qui c'est connaît ton spectacle et qui donc ouais. sait comment tu vas travailler, quoi. Exactement. Et en fait, parce qu'avant, quand j'arrivais dans une salle, il fallait prendre au moins 1 heure pour que je leur dise, bah là, à ce moment-là, vous mettez une lumière plutôt Oh violette. là là, oui. Et après, nan. C'est la porte vraiment ouverte à tout. Ouais, c'est clair. Et en plus, moi, tu sais, il y a vraiment un passage de mon spectacle où je fais un peu mes premières soirées lesbiennes. Oui. Et donc, à chaque fois, il y avait le moment où, avec le régisseur, je disais, alors, quand je dis les soirées lesbiennes, c'est vraiment trop cool, tu envoies la lumière violette. Enfin bref, ça me faisait toujours rire que de leur dire ça. Et donc là, c'est Camille, un régisseur qui a bossé avec moi à la Nouvelle Scène. Et c'est trop un amour, donc ça fait trop plaisir de partir avec lui. Ok. Donc au moins vous êtes 2. Ouais, c'est ça. y est. Et puis souvent, maintenant, je connais un peu des gens dans les villes où je vais. Tu vois, on boit des coups. Tu vas rencontrer, tu veux dire ton public après, tu vas. Ouais, j'aime bien, trop ouais. De quoi. temps en temps, ouais. Ah, Quand c'est je suis cool, pas trop ça. fatiguée. Oui. Ouais, donc t'étais un peu. T'étais surprise en fait de voir qu'il y avait finalement aussi ton public qui était ailleurs que dans Paris. Bah ouais, enfin j'étais surprise. En même temps, non, Mon je Dieu, il y a je d'autres m'y femmes attendais, noires. mais il fallait Il y a que je d'autres les femmes noires trouve, quoi. féministes en France. Il fallait qu'elles me trouvent. Ouais. Et donc je suis pas surprise, mais j'étais contente qu'on se rencontre, quoi, et que du coup, et d'avoir les retours, quoi, des gens qui disent ah ça fait du bien d'entendre ces paroles-là, on se reconnaît. C'est rare justement, il y a pas beaucoup d'offres déjà de stand-up dans certains coins. Oui. Et donc de cumuler stand-up et féminisme, bah ça fait plaisir, quoi. Oui, on va raconter un petit peu, mais t'as un vrai discours. Enfin, je sais pas si tu t'appelles militante, si tu l'appelles militant, mais Oui, engagé, ouais. engagé, Engagé. où tu veux faire en sorte de porter au-delà de un message en fait, en parallèle avec ton histoire personnelle, quoi. Tout à fait. Mais on va d'abord parler un petit peu de ton histoire, justement. Yes. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Tani, quand t'avais 7-8 ans? J'adore cette question. Alors déjà, 7-8 ans, il faut que je me projette. 7-8 ans, c'est quoi? T'es en CE1 CE1, CE2. Alors moi, ouais. j'ai sauté une classe, donc faut savoir que... Ouais, on est face Donc à je une... devais plutôt être en CM1, je te Dis dirais. donc, t'es HPI, toi, alors, hein? Oh là là, Allez. il y a du level. Mais c'est pas facile de sauter une classe, n'empêche. Non, mais alors moi, je crois que j'ai sauté une classe parce que je suis du début d'année. Ah, Donc oui. en fait, tu Ok. vois, mais j'étais aussi, je connaissais très bien mes couleurs également. Oui.
Mais Parce que je veux parce que dire, j'ai c'est sauté la grande section de maternelle, tu vois, c'est pas non plus le truc. Énorme. Donc à 7-8 ans, j'étais à Bernay, en Normandie. Et j'étais une petite fille, ma foi. Bon, j'étais contente, je vivais à la campagne. J'étais très timide quand j'étais petite. Et aussi, bah, c'est ce que je raconte au début de mon spectacle. J'étais l'une des seules petites filles métisses de cette ville, quoi. On était deux, en fait. D'ailleurs, on nous confondait. Donc, big dédicace à Séné, qui était la deuxième T'es encore en métisse. contact avec? On est amis Facebook. Ok. On s'est pas parlé depuis très longtemps, mais en tout cas, je me souviens d'elle. On se souvient, je pense, mutuellement l'une de l'autre parce que vraiment, c'est Séné, toi. Non, moi, c'est Tani. Voilà. Oh, On nous confondait. T'es vraiment premier degré quand tu disais qu'on te confondait. Ah oui, oui, vraiment, Ah ouais, ouais. C'était pas une blague. Mais c'est récurrent. Et même au collège aussi, j'étais dans un collège. Après, j'ai déménagé à Tours. Et il y avait pas beaucoup non plus de personnes noires dans ce collège. Et j'avais une prof de français, pardon, qui me confondait avec une autre élève noire qu'elle avait dans une autre classe, qui était indienne, qui s'appelait Shina. Et voilà, c'était à chaque fois, elle m'appelait Shina. Enfin, non, pardon, Tani. Oh là là. Alors, on se ressemblait pas du tout. Mais bref, voilà quoi. Ça fait quoi de grandir dans cet environnement où finalement il n'y a pas grand monde qui te ressemble, quoi, sauf Chine Et Séné. En fait, ça fait que il y a un petit truc dans ta tête qui s'actionne où tu comprends que t'es différente, quoi. Tu sens la différence. Et je racontais même, moi quand j'étais petite, donc justement à Bernay, à 7-8 ans, je faisais de la danse moderne jazz. Et par exemple, il y avait des petits trucs, mais après j'ai mis des mots dessus après. Mais par exemple, on me faisait comprendre que bah oui, c'était normal que je danse bien parce que tu vois, le rythme dans la peau, on me mettait devant. Puis cours donc pour voir si tu cours vite là aussi, tu vois. Incroyable. Et c'était pas forcément méchant, mais c'était des petits trucs comme ça, tu vois. Ou le spectacle de fin d'année, quand moi j'arrivais au maquillage, c'était alors sur toi, comment on va s'arranger, parce que ça rendait pas la même chose que sur les peaux blanches. Enfin, en fait, des petits trucs qui te font comprendre que bon bah toi t'es différente. Et du coup, je pense que ça a un peu accentué, en tout cas chez moi, je pense ma timidité, quoi. Il y a un truc de pas faire de vagues, pas se faire trop remarquer, quoi. Déjà que j'ai pas la même couleur de peau, alors voilà. Et tout ça créera une blessure qui finira par te propulser sur scène des années plus tard. Merci. Merci d'avoir grandi à Bernay pour pouvoir avoir fait ce spectacle. Mais non, enfin, on pourra en reparler si tu veux, mais ça vient pas non plus oui. nulle part. Hein, c'est clair. Non, mais c'est bien sûr. T'étais timide? T'étais une petite fille timide alors? J'étais timide entre guillemets en société, parce qu'après à la maison, non, j'étais pas timide. Je faisais des blagues, même avec mes copines, j'ai toujours été la meuf qui a toujours le petit truc drôle, qui est très créative, qui fait des spectacles. Mais par contre, t'as tes fameuses cassettes là que tu sortiras un jour. Oui, des spectacles avec ma cousine. Ouais, bien sûr. Ouais. Avec mon frère aussi. On faisait des spectacles de natation synchronisée quand on était dans des piscines. Enfin, natation synchronisée. Faut le dire vite. Hein. Incroyable. C'était important pour toi de te mettre en scène? Bah ouais. Alors après, je pense que je le conscientisais pas du tout, hein, mais j'ai toujours eu une fascination pour la scène, ouais, pour les chanteuses, les acteurs, les comédiens, la scène. Enfin, si, j'avoue, même quand je faisais de la danse et que c'était le spectacle de fin d'année, être sur scène, la magie des projecteurs, pour moi, c'est un endroit un peu à part du temps. Et ça me rendait vraiment... ça me fascinait, quoi. Ok. Voilà, ça me fascine toujours. J'espère. Enfin, je sais pas. Si. Ouais. Si, je trouve que... Là, pour moi, c'est un espace hors du temps, quoi. Tu montes sur cette scène là, en plus l'Européen, pour les gens qui connaissent pas à Paris, c'est vraiment une scène emblématique. Génial. Qui est une salle tout en rond là. Ouais. J'imagine que pour un artiste d'une manière générale, c'est un setup un peu particulier. Ouais. Quoi. Tu peux vraiment voir tout le public. Ouais, c'est ouf. Qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur cette scène là?
Bah là, donc j'ai fait 2 dates et franchement, j'étais très émue à chaque fois parce que, comme tu dis, on voit vraiment tout le public et du coup, à chaque fois, quand je monte sur scène, je me dis waouh, je suis capable de rassembler autant de personnes. C'est souvent ça la première pensée que j'ai. Et après, je suis trop contente parce que je me dis, oh là là, il y a plein de monde, on va pouvoir rigoler. Donc, il y a vraiment toujours un moment où je suis toujours hyper émue, hyper encore étonnée, quoi. Et après, très, très fière et très heureuse de pouvoir jouer mon spectacle dans ces conditions. C'était quoi les humoristes que tu regardais quand tu étais petite, pardon? Bah écoute, vraiment... La première, non, mais c'est Florence Foresti, Gad Elmaleh, Muriel Robin, Jamel. Ouais, ça c'est vraiment les 4 qu'on avait toutes les cassettes, je crois. Et quand tu les vois, les cassettes, ça t'inspire un truc, Ah, mais ça me fait trop rire. Florence Foresti, je connais ses sketchs par cœur. Encore aujourd'hui, Gad aussi. Enfin, j'ai des répliques... c'est des trucs que j'ai regardés en boucle, même ces passages chez Ruquier, Foresti. Enfin, avec mes potes, on était fans, on rejouait les scènes. Donc, trop envie. Enfin, ouais, j'étais vraiment hyper admirative. Trop envie de moi aussi un jour faire ça, quoi. C'est vrai. Comment il y a un moment donné, il y a un déclic dans ta scolarité. Enfin, je sais pas, tu vas à des cours de théâtre. Comment ça se passe? Ouais, j'ai fait du théâtre assez tôt. J'ai fait du théâtre au collège. En 6e, il y avait une option théâtre. Mes frères en faisaient aussi, donc je pense que ça a joué. Et j'aimais bien, moi, aller voir mes frères jouer. Donc, quand il y a eu la possibilité, j'y suis allée. Et puis, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé, quoi. Donc, assez naturellement, ouais, j'ai fait du théâtre au collège. Lycée, j'ai fait partie de la chorale. Il y avait quand même un truc d'être sur scène. Bah ouais, mais de participer à des trucs, à des projets artistiques collectifs, j'ai toujours kiffé. Je sais pas, ouais, que ce soit la musique, le théâtre, ça a apporté d'autres choses et un peu un espace, ouais, je sais pas, de respiration aussi, parce que moi j'étais quand même très scolaire comme meuf. Et donc, bonne du élève. coup, ouais, très bonne élève, très consciencieuse. Et je trouve que, ouais, avec la musique, le théâtre, tu développais d'autres choses, quoi. De la créativité, en fait. Et donc ouais, en fait, j'en ai toujours fait. Et le gros crush, ça a été quand j'ai découvert l'impro. Donc, pendant mes études, j'ai fait une école d'ingénieur. Et il y a eu un match d'impro, il y avait des Québécois qui étaient venus dans le cadre d'un festival et j'étais là genre, c'est quoi ce truc de dingue? Je veux trop faire ça. Et donc je me suis inscrite à des cours d'impro, j'en ai fait donc ouais, à l'école et puis après quand je suis arrivée à Paris pour bosser. Non mais attends, t'as fait une école d'ingé, je savais pas. La première recherche c'était cours d'impro à Paris. Enfin, pour continuer. Tu vas me parler de ce je choix. Sens que tu veux tu vas me parler de ce choix d'orientation. Parce que, bah oui. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce podcast aussi, c'est de montrer un peu tous les parcours différents, Ouais, tu vois. ouais. Et c'est trop marrant de te dire, ok, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu devenir ingé? C'était un choix un peu pour trouver un métier sérieux, quoi? Franchement, c'était une grosse galère, mon choix professionnel, parce que, en fait, enfin, une grosse galère. En gros, j'étais très bonne élève, donc. C'est la galère quand t'es bonne élève. Non, mais c'est pour ça. Non, mais j'étais, voilà, j'ai eu un bac avec mention. Mention quoi? J'étais bien avec mention très bien, Allez, évidemment. bah oui, faut le dire, hein. Nous avons, moi je l'ai dit, de THPI, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Non, t'étais bonne élève et tu t'as fait, quoi. Ouais. Mais je kiffais ça, quoi. J'étais une malade. Surtout les maths, les sciences. Je faisais les exercices même s'il fallait pas les faire. Donc, Ils font quoi tes parents comme métier? Ils viennent d'où? Non mais qui es-tu? On creuse. Mon père est informaticien, ingénieur informaticien, okay. Et ma mère est prof de sport. Ingénieur informaticien, ça nous oblige à passer et à chanter cette chanson. Tu la connais? Mais enfin, moi je suis sur l'internet depuis la nuit des temps, Tani. Mais merci, parce que tu sais que j'ai essayé de faire cette vanne sur scène, ça n'a jamais marché. Il y avait toujours une personne sur 50 qui la comprenait. Il faut que tu choisisses. Donc je l'ai abandonné. Soit ton public, c'est des jeunes meufs noires,
C'est des jeunes meufs lesbiennes, afroféministes. Purée, ça marche Soit pas, quoi. c'est des vieux nerds de 45 Franchement, balais. j'étais trop triste Ils parce que sont là. cette chanson a tourné en boucle dans la maison, quoi. Bah bien sûr, ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Oh, déjà rien que ça la date au carbone 14 de ouf. Quoi. Et ben écoute, je l'ai chanté plusieurs fois sur scène et personne m'a suivi. Bah ouais, mais c'est ça, c'est Mais pas il le était même pas là. public. J'aurais été le seul à rire, à faire oh très étonnant, d'où ça sort. Et là, forcément, j'aurais su Ah là là, mais que ton oui. daron était forcément ingénieur informaticien. Effectivement. Mais tu sais que même encore aujourd'hui, il est à la retraite, mais il porte que des t-shirts avec des blagues de geek. Normal. Mais franchement, enfin pour moi, c'est décevant. Un ingénieur informaticien qui porte pas qui ne remplit pas toutes les cases, tu vois, des clichés qu'on attend J'adore. des ingénieurs informaticiens, quoi. Bonjour, je suis ingénieur informaticien. Pardon, toutes les ingénieurs informaticiens qui nous écoutent, je vous adore. Il parle Mais- pas comme ça, mon père. Bah oui, je sais bien. Pas du tout, effectivement. En plus, j'en ai côtoyé plein des ingénieurs Oh là là. informaticiens. C'est trop marrant, vraiment, cette... Communauté. Ouais. Bah oui, c'est clair. Donc, alors attends, donc il y a un peu un lien, c'est-à-dire que quand même t'as un daron Oui, qui est un matheux et gros tout. scientifique, quoi. Ouais. Et qui t'a... En fait, tu vois, je me dis souvent, ok, qu'est-ce qui fait que toi t'as été attiré par les maths et tout? C'est un truc qui te faisait kiffer? Mais ouais, grave, mais je sais pas d'où ça vient, hein, je pense. C'est Ouais. peut-être un truc génétique, j'en sais rien, mais c'est vrai que. C'est totalement génétique. En fait, j'ai toujours trouvé ça comme un jeu, en fait, les maths. Ah yes. Et du coup, je kiffais, moi, faire Ouais. des exos de maths et les sciences. Après, j'étais C'est quoi, c'est un peu des énigmes, c'est ça hyper dans ta curieuse. tête? Ouais, c'est ça. Hmm. J'étais hyper curieuse, donc sur les sciences, tu vois, comprendre comment fonctionne un truc et tout. Bah oui, la pesanteur, le magnétisme. Enfin, du coup, moi, j'étais trop à fond. Je voulais trop La tout comprendre. gravité. C'est pas sorcier, moi, tous les trucs comme Bah ça, oui. j'étais fan, tu vois. Donc les sciences, les maths. Du coup, donc On j'ai sent eu très mon bien. bac Boum. avec spécialité maths. On m'a dit fais une prépa. J'ai fait une prépa. On t'a dit, ferait une prépa? Bah ouais, on m'a dit fais une prépa. Ok. Donc j'ai fait une prépa maths. J'en ai chié. C'était horrible. J'avais pas de vie. Et là, je crois que c'est là où ça c'est allé trop loin. Ça m'a dégoûté. Et en plus, je comprenais pas parce que tout le monde me disait bah oui, donc après prépa, tu fais une école d'ingénieur. Et je me souviens, j'arrêtais pas de demander mais c'est quoi ingénieur? J'arrivais pas à. Je comprenais pas Oui. concrètement ce que c'était parce que en fait, En quand même t'es temps, ça ingénieur, veut tu rien peux. dire. Voilà. Oui, c'est- voilà. Et donc là, c'était un moment d'angoisse. Et donc, bon, bah, j'ai fini par trouver une école très généraliste d'ingénieurs des travaux publics de l'État, le NTPE. Et voilà. Et en fait, et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai pris tous les virages les possibles, les plus loin des maths, en fait. Parce qu'après, j'ai fait urba, j'ai fait de la sociologie urbaine. Enfin, tu vois, c'était, Ah ouais. je ne voulais plus de calcul, plus de. Ok. En fait, c'est que je sais pas. Ça, j'ai fait un burn-out de maths, je crois. C'est trop Et bien. j'ai tout oublié, j'ai l'impression. Enfin, tu vois. Ah ouais? Moi, j'allais te demander, en quoi ça te sert non mais alors, ma question est sérieuse. En quoi ça te sert le mindset Ouais. d'ingénieur, tu vois, le cerveau d'ingénieur Ouais. dans ton humour aujourd'hui et dans ton métier? Je pense que ça m'aide pour un truc de rigueur, d'organisation, d'anticiper, de me faire des petits dossiers sur mon ordinateur, tu vois, le côté ordonné. Mm. Et même quand j'écris mon spectacle, tout, il y a des blocs, c'est toujours très logique. Je veux qu'il y ait un fil de conducteur. Donc je pense que ça, Tableau Excel, là. non, pas non plus. Mais je le tire de là. Mais sinon, franchement, justement, je trouve ça dingue, quoi. Pendant 5 ans, j'ai vraiment fait des maths, des sciences à fond, et franchement, j'en retiens pas grand chose. Non, il y avait un Si, truc. j'ai des connaissances de base, mais voilà, quoi. Ouais. Il y avait un truc en toi qui te disait, je suis pas la sensation d'être à ma place. Alors, ouais, parce que en fait, à un moment donné, c'est que j'ai l'impression que les gens qui faisaient ça, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient faire derrière, et moi, je savais pas. Du coup, c'est un peu comme si je m'étais dit, mais en fait, ouais, j'ai continué à jouer au jeu parce que j'aime, mais moi, en vrai, enfin, Est-ce qu'il après, savait ou il au faisait dehors du semblant? jeu, ouais. Bah, je sais pas. Ouais, Ouais. ça, je sais pas, mais en tout cas, par contre,
j'ai toujours été attirée par la musique. J'ai vraiment écouté beaucoup de musique, par tout ce qui est artistique. Et je sais qu'à un moment donné, je m'étais posé la question, tiens, est-ce que je ferais pas ingénieur du son, tu vois, un truc justement lié à l'artistique, à la musique ou au cinéma. Et en fait, inconsciemment, je me suis dit, j'ai trop peur. Enfin, je sens que si je fais ça, je vais être frustrée parce que je vais être sur la technique et pas sur la scène, sur la création et la scène. Et donc, du coup, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Et puis, en fait, ça m'a rattrapée. C'était impossible pour toi d'envisager une carrière d'artiste? Tu n'y en avais pas dans ta famille, dans ton entourage, etc.? Non, pas du tout. Et je me disais que c'était trop dur. Enfin, je me disais... j'arrivais pas à voir l'accès vers ça, quoi. Donc, je me disais, ça n'arrive qu'aux autres. Enfin, faut être... ou alors un génie, un truc, mais je voyais pas le chemin, quoi. Mais il n'y avait pas de podcast. Il y avait des jeunes meufs qui racontaient leur parcours. Tu disais, bah oui, c'est tout très possible. Mais ouais, du coup... Puis pour moi aussi, ça se passait pas en Normandie ou à Tours, quoi. Enfin, c'était à Paris, quoi. C'était qu'est-ce qui te la donne ville envie des Lumières. Tout à l'heure, tu disais, je bougeais à Paris, mais qu'est-ce qui te fait bouger à Paris à ce moment-là? Mais ce qui me fait bouger à Paris, c'est le boulot, quoi. Mon premier job, j'ai une opportunité pour travailler en région parisienne, comme beaucoup de camarades de promo. Donc j'y vais, je me mets en coloc avec une de mes meilleures potes. Et donc là, tu bossais dans la sociologie urbaine, c'est ça, tu disais? Là, je bossais sur des projets mon premier job, c'était des projets de rénovation urbaine. Ok. En Essonne, à Évry. Ok. Voilà. Et j'avoue que pour moi, l'arrivée à Paris, parce que donc j'ai fait mon école à Lyon, et mon arrivée à Paris, c'était genre waouh, quoi. Genre la capitale. Enfin, c'était fou. C'était un truc que tu cherchais, vers lequel tu cherchais à aller? Bah, enfin, franchement, je me serais pas forcément dit qu'un jour je vivrais à Paris, mais j'étais toujours fascinée parce que j'avais mes grands-parents qui habitaient en région parisienne, et à chaque fois qu'on venait et par exemple on faisait une journée à Paris, pour moi c'était toujours c'était Disney, quoi. Ah ouais, on est à Paris, quoi. On va peut-être croiser des stars. Je me souviens, je regardais par la fenêtre et je me disais, on va peut-être croiser des stars. N'importe quoi. Mais t'étais attiré par ce truc de star? Ah oui, non, mais totalement. Encore aujourd'hui? Bien sûr, j'ai un gène groupie, je pense. Ah ouais. Est-ce que tu t'es retrouvé est-ce que t'as déjà croisé Florence Foresti? Non. Ok. Parce qu'elle traîne un peu, tu sais, dans Ah si, je l'ai croisée une fois aussi en jouant dans la rue, quoi. Ah oui. J'étais dans un bar. Ok, pas dans un cadre pro. Pas, oui, j'aurais pu, mais non, ça s'est pas arrivé, ouais. Ok. Si un jour tu la croises, tu vas faire quoi, la groupie ou... Bah, je sais pas, parce que je sais pas si j'aime maintenant les sketchs qu'elle fait. Waouh. Non, mais en même temps, ouais, mais tu vois, non, mais Florence Foresti, j'aimais trop, mais j'ai pas eu ce truc genre viscéral comme j'ai pu avoir avec Ayo ou d'autres stars où j'étais vraiment archi fan, je regardais plein d'interviews, enfin, tu vois. Donc, je pense que je saurais être mesurée avec Florence Foresti. Okay. Ayo. Ayo, bah ouais. Ayo, et donc Ayo, cette histoire improbable où je l'ai vraiment croisée un jour dans la rue en étant à Paris. Donc tu vois, en fait, il y avait c'était mon inconscient qui me disait oui, un jour ça arrivera. Il y avait un truc. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qui te fait dire, ok, à un moment donné, j'aimerais bien tester de la scène? J'imagine que c'est pas du jour au lendemain où tu te lances sur scène, ça vient petit à petit. Il y a un déclic chez toi, c'est quoi? Parce que là, on est bien d'accord que t'es parti pour être dans une carrière. Ouais, grave. Ouais. Dans l'urbanisme, et c'est tout, quoi, tu vois. Ouais, carrément, tout à fait. T'as quel âge à l'époque? 26, quand j'arrive à Paris, non, je suis jeune, j'ai 22 ans. Ah ouais. 2012. Ah oui, c'est vrai que n'oublions pas qu'elle est HPI. Mais elle n'a pas traîné. J'ai 22 ans et en fait je m'éclate dans l'impro en dehors de mon boulot, et en fait et après de l'impro ça glisse vers le stand-up. En fait je commence à découvrir les comédie clubs, le Panama Café, enfin il y avait plein de petites scènes comme ça qui commençaient à se développer, et ça me faisait grave envie, les soirées One Mad, tu vois, découvrir les meufs aussi qui commencent à décoller dans ce milieu. Et puis, à un moment donné, je sens que j'ai envie de sortir de l'impro et d'écrire. Et donc, je fais un stage de One Man Show où on bosse des textes d'autres humoristes.
Et je m'éclate. D'autres humoristes. C'est-à-dire Ouais. que tu veux. Le prof tu nous joues donne des textes de genre Muriel Robin, Ok. enfin tu vois. Et il faut les jouer alors, c'est Ouais, ça il faut Ok. les jouer, ouais. Et puis au bout d'un moment, il nous dit bon bah voilà, ça c'était le premier exercice. Maintenant, à vous d'écrire quoi. Et là, je me dis oh waouh, mais de quoi je vais parler et puis en fait oui voilà, je dois dire que ce moment aussi vient où bah justement moi je suis en train de me faire un peu mon coming out à moi-même, de découvrir le féminisme, tout ça, et donc du coup en fait j'ai envie de, Ton coming out à toi-même. je me dis j'ai envie d'en parler quoi. Ouais, je commence à me dire Tani, je pense que t'es lesbienne. T'en parles très rapidement dans ton spectacle. C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel tu t'étales beaucoup. Tu dis bon. Mon coming out à moi-même, ouais, mon coming in. Oui, tu racontes que t'as testé C'est les vrai. mecs, que bon, ça a bof marché, Ouais, qu'après t'as testé encore d'autres mecs, que ça a Ouais. bof marché, et puis qu'un jour, bah finalement les filles. ouais, C'est un truc, clair. Bah ça a mis du temps, hein, franchement. Même je pense que ça a commencé en vrai pendant mes études, où je me disais quand même. Je pense que c'est plutôt les meufs. Je trouve ça incroyable en fait, tu vois, d'avoir. Ouais. Et bon, moi je suis 100% hétéro, tu vois, et j'ai pas mal exploré ma potentielle homosexualité, Ouais. tu vois, et c'est vrai que je me suis jamais retrouvé à avoir du désir pour un mec, Ouais. même si je me dis peut-être un jour ça arrivera, j'en sais Ouais, rien. ouais. Mais je me dis comment tu arrives à mettre de côté ton désir, parce que le désir c'est quand même un truc que tu. Enfin, tu vois, enfin, j'imagine qu'aujourd'hui Ouais, tu ouais. le vois, en fait, que maintenant que t'es. C'est clair, ouais. Maintenant que t'es out, Ouais. je t'imagine très bien te dire, ok, bah, je croise des meufs pour qui j'ai du désir, quoi. Ouais, ouais, Et ça veut dire que pendant tout ce temps-là, ouais. ce désir-là, tu l'as mis sous un chapeau, quoi. Enfin, tu vois, sous une chape de plomb. Ouais, alors après, en même temps, moi j'ai mis ce truc-là de manière générale sous une chape de plomb quand même assez longtemps. Enfin, ma sexualité a commencé assez tardivement. Ok. Donc, parce qu'avant, je te dis, j'étais vraiment dans les études. Les mathématiques. Enfin, en vrai, je dis Ou ça, alors mais c'était une façon de pas. en fait, je dis ça parce qu'en même temps, non, au lycée, je voyais bien que mes potes, elles commençaient à parler d'histoires de mecs et tout. Et moi, enfin, franchement, ça me disait rien. Donc, du coup, je me disais, bon, ça me fait rien. Donc, voilà. Et du coup, j'explorais pas du tout l'autre côté meuf, Ouais. quoi. Et aussi parce que c'était hyper tabou, personne n'en parlait à l'époque. Enfin, et donc, enfin, moi, au lycée, j'avais l'époque, l'impression que les lesbiennes En n'existaient pas. 1912. À l'époque, je peux vous dire que. Et donc, Mais ceci dit, on en blague, mais pour moi, ça. Enfin, ce sujet-là sociétal qui est sorti, c'est depuis les réseaux sociaux. ouais, En ouais. vrai, il y a. Oui, grave, carrément. Avant, il y a 5-10 ans, c'était vachement plus complexe, quoi. Ouais, non, ouais, clairement. Et donc du coup, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé, donc du coup, ouais, à voilà, sortir avec les premiers mecs et tout. En fait, je me disais juste, bah, apparemment, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Non, mais c'est vrai, Oui, j'étais je un peu comprends. genre, bon, bah voilà. Ah oui. Et puis en fait, je crois que le déclic, enfin, Un pénis, j'ai commencé à putain. vraiment à rester avec, à être. Enfin, je me souviens, ouais, il y a un mec, je suis restée peut-être 4 mois avec lui. Et je sentais, tu vois, qu'il voulait qu'on en vienne au moment où on couche ensemble. Et moi, j'étais genre, non, franchement, c'est chill, j'aime bien, tu vois. Et en fait, je me disais, mais Tani, en fait, c'est juste un bon pote, enfin. c'est Qui t'aime bien rouler des pelles, mais le désir n'était pas là, quoi. Ouais. Et Donc, en pendant fait, 4 là, je mois- me suis pendant dit. 4 mois, vous étiez ensemble, le gars, il était là. Frérot, quand est-ce qu'on passe aux choses Ouais, Et c'est toi, t'étais là. horrible. Continuons à jouer à Mario Kart plutôt. C'est exactement ça. Franchement, je suis désolée. Mais et donc du coup, et en fait, ouais, à ce moment-là, je me suis dit non, mais il y a un problème, et je sentais bien que par contre, il y avait certaines meufs où franchement, j'aurais été prête à y aller dès le premier Ah, soir, ouais. tu vois. Un indice sur votre écran. Et donc voilà, mais c'était très long, quoi, parce que je me disais, j'avais pas envie, en fait, j'avais vraiment pas envie Ouais. d'être lesbienne. Il y a vraiment, d'ailleurs, quand j'ai vu la Qu'est-ce qui vie d'Adèle, Oui. il y a une scène qui m'a grave parlé, c'est quand bah justement elle rompt avec ce gars là au début avec qui elle a une histoire, et je sais plus, elle est sur un banc et elle pleure et tout, et je suis là, enfin ça c'était trop moi, quoi. Je me disais oh, j'ai un problème, oh non, je vais être lesbienne, oh là là, ça va être compliqué. Je voulais pas, quoi. C'est pour ça que t'avais pas envie, c'est parce que tu te disais, ça va être chiant. Va Ah falloir ouais, je me gérer. Il y a disais des trucs à gérer, quoi. ouais, c'est ça. Je me disais oh non, pourquoi moi? C'est quoi les C'est horrible. gros trucs que tu te disais, ça va être complexe à gérer? Bah, en fait, c'est juste que déjà, je me disais, je n'en vois pas. Donc, je vais être complètement solo, là, dans mon truc.
Et puis, voilà, je pense que j'avais quand même conscience que il y a quand même de l'homophobie dans cette société, donc ça va être dur. Vraiment, il y a eu, ouais, je pense que c'était vraiment genre non, je ne suis pas lesbienne, non, je ne veux pas, je refuse. Et puis au bout d'un moment, c'est trop quoi. Tu peux pas. Enfin, la mascarade va trop loin. Je me souviens à Paris, du coup, je me suis remise à faire des dates avec des mecs. Je m'inscrivais à des speed dating. Et les pauvres, je les faisais galérer. Enfin, je me souviens d'un mec que j'ai dû voir 2-3 fois. Et on était dans un resto et genre, il y a des moments où j'étais là, genre, putain, la serveuse est trop belle. Tani, stop, quoi. Enfin, c'est insupportable. Et je me souviens, il y a un truc que j'ai déjà raconté. On était allé au ciné vers Bercy et puis après, il y a un jardin, enfin, il y a un parc. Et il m'avait dit, vas-y, viens, on va se balader dans le parc. Et on faisait des tours du parc comme ça. Et je crois qu'il voulait qu'on s'embrasse et moi, j'avais pas envie. Je voudrais une caméra cachée de cette soirée. On a dû faire 10 tours de parc. Putain, mais c'est triste pour tout le monde. C'est triste pour tout le monde. Lui, c'est triste pour clair. toi, c'est triste. Ouais, c'est horrible. Okay. Ouais. Donc la mascarade a assez duré. La mascarade a assez duré. Et du coup, c'était un truc après très solitaire, quoi. Je me suis dit, bon, allez, il faut que t'essaies. Donc j'ai vraiment tapé soirée lesbienne sur Internet. Et j'ai commencé à sortir comme ça des soirées queer. Et là, c'était la révélation. Oui. Là, j'imagine que tu t'es dit, c'était donc ça. Tout à fait. Ça existait quelque part dans le monde. Ah ouais, franchement, c'était dingue. Ça fait quoi? Mais pour moi, c'est comme arriver à Disneyland. Je sais pas, genre vraiment. Je me souviens, à l'époque, il y avait des soirées queer qui s'appelaient les Flash Cocottes. Et c'était pas que lesbienne, c'était vraiment queer. Et je m'éclatais, je voyais bien que les gens, ils mettaient des paillettes, il y avait des looks incroyables. Vraiment, ils s'assumaient complètement. Et je me disais, bah ouais, je crois que, enfin, c'est clair, quoi. Là, je suis à la maison, en fait. C'est moi, c'est mon monde, quoi. Et donc, c'était tellement libérateur. Ouais. Et puis ouais, du coup, je me permettais de draguer des meufs. Et puis, voilà, j'ai commencé à vivre mes premières histoires et c'était trop bien, quoi. C'était ouf. C'est comme, ouais, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment arriver dans un endroit, enfin, un truc que t'as attendu depuis tellement longtemps et plus le sentiment de solitude, quoi. Oui, et puis peut-être aussi ce truc de putain, finalement, c'est peut-être pas moi qui déconne, c'est juste j'étais pas au bon endroit, ouais, quoi. C'est ça, ouais, grave. Ok. Donc en parallèle de ça, tu me disais que tu t'étais lancé dans un cours de one man. Ouais. Et que petit à petit, il y avait peut-être aussi ce sujet qui finissait par peut-être devenir pour toi un sujet d'expression, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah du coup, j'avais envie d'en parler, en fait, des trucs que je découvrais justement sur le coming out, sur le fait d'être lesbienne. Il y avait beaucoup de blagues aussi qui étaient un peu des réactions à des situations d'homophobie que j'avais vécues. Au début aussi, c'était beaucoup de blagues sur mes cheveux parce que je commençais à arrêter de me les défriser, machin. Donc ouais, ça a commencé comme ça, quoi. Ça s'est fait en parallèle aussi, ce truc d'arrêter de te défriser les cheveux. Ouais, carrément, ouais. En fait, ça, c'était... il y a eu un truc concomitant de découverte du féminisme. Et donc, je sais pas, il y a eu un truc où j'étais genre, bon, j'arrête de me défriser les cheveux. Alors, au début, j'assumais pas trop au travail parce que ça me faisait très peur. Et puis... Qu'est-ce qui te faisait peur? Les remarques, quoi. Et puis qu'on trouve que c'est pas professionnel, etc. Et c'est des remarques que tu as eues vraiment? Et finalement, c'est des remarques. J'ai eu quelques remarques au tout début où j'ai commencé à porter mon afro, ouais. Mais une fois que c'était passé, je leur ai fait comprendre que ça me faisait pas rire. Oui. Et puis voilà, ils ont arrêté. Et qu'il fallait pas trop me chercher. mais ouais. Et en fait, et je me souviens, donc, il y a une année où je suis allée voir ma grand-mère en Guadeloupe. Et en rentrant, je me suis dit, en fait, j'arrête là. J'arrête de me défriser. C'est bon, quoi. Ouais, il y avait un truc, un besoin de reconnexion à mon moi profond, originel. Ok. Non, mais oui, je vois bien. Donc voilà, ouais. T'avais quel âge là à peu près? Bah là, j'avais 24, 25 ans, un truc comme ça. Là, et c'est à ce moment-là où tu commences à te lancer dans ta carrière finalement.
Ouais, ouais, c'est ça. Parce Les que ça fait premières quoi, scènes, je pense, c'est plutôt 2016 en vrai, Ok. les premières scènes de stand-up. Ok. Donc c'est un peu plus tard. Ouais. Parce que avant, je faisais ce qui a été un peu j'allais dire la transition, c'est j'ai aussi participé à l'organisation de scènes ouvertes qui s'appelait les Selfish, qui n'étaient pas forcément des scènes de stand-up. C'était avec une pote, on avait donc organisé ces scènes ouvertes pour les personnes queer et tu pouvais, je sais pas, réciter un poème, lire un livre, chanter. C'était pas forcément humour. Et donc, moi, c'est là où j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Ok. Et du coup, c'était plutôt des textes un peu drôles. Pourquoi? Bah non, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des textes très profonds et tout. Moi, il y avait toujours des blagues. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un humoriste qui s'appelle Rémi Boy, je sais pas si tu le connais, Ouais, je le connais pas de visu, mais je était vois qui venu c'est. avec une pote et il m'avait vu et il m'avait dit, mais tu sais que tu devrais grave le transformer en texte de stand-up, en fait, ce que t'as fait là. Et j'avais fait, ah ouais, c'est pas bête. Donc, Et ça a suffi pour te mettre un petit peu le pied à l'étrier, c'est ça? ouais, et parce que lui aussi, il m'a donné vraiment des noms de scènes, de plateaux où je pouvais essayer. Comment tu l'avais rencontré, Rémi? Eh bien, par cette amie en commun. Ok. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est Rémi aussi qui m'a parlé de Shirley. Mm. Il m'a dit, tu connais l'humoriste Shirley Soignon, vu les thèmes que tu abordes, je pense que Ça devrait te parler. vous devriez bien vous entendre. Et en fait, et donc moi, j'avais déjà entendu parler de Shirley. Et j'avais prévu, c'est toujours ma petite histoire, j'avais prévu d'aller à une conférence organisée par une asso de Sciences Po sur le cheveu curly. Il y avait Shirley qui allait faire des blagues par rapport aux cheveux afro. Et donc j'y suis allée. Et donc là, moi j'étais un peu en mode fan. Ouais, salut Shirley, ben, j'adore ce que tu fais, merci et tout. Et elle me dit, mais c'est toi Tani? Je dis oui, non, parce que Rémi Boy me parlait de toi. Il m'a dit qu'il y avait une jeune humoriste aussi qui commençait et qui parlait d'être lesbienne et noire. Et donc, du coup, ça a été notre première interaction Incroyable. avec Shirley. Je sens qu'il y a un peu un lien de. Pas de filiation, mais il y a un peu un côté petite sœur, grande sœur avec grave. Shirley. Oui, C'est ça? totalement, oui. Moi, la première fois, je crois. Alors, je t'ai vu, tu parlais tout à l'heure des Wadmad, effectivement, t'es venu pour la première fois. On organisait des soirées à la péniche, à la Nouvelle Scène avec Mademoiselle à l'époque. Donc, je crois que je t'ai vu là pour la première fois. Et après, je crois que je t'ai vu systématiquement en première partie ou dans des soirées avec Shirley, quoi. Oui, bah ouais. Tu venais là. Shirley m'a trimballé partout. Comment? Non mais en fait j'aime bien parler de ça aussi parce que pour moi il y a c'est important. C'est ça, c'est que tu vois là par exemple j'entends bien qu'il y a Rémi qui t'a un peu mis le pied à l'étrier, tu vois, ou qui t'a dit non en fait ça, en fait il suffit d'une personne vienne te dire c'est ouf, en fait ça peut marcher, ça peut être cool pour te donner envie de te lancer quoi. C'est hyper important. Grave. Je me demandais un petit peu en quoi la relation avec Shirley, qu'est-ce que cette relation t'a appris? Parce que, bon, alors, pour les gens qui ne l'ont pas, Shirley Soignon, c'est une humoriste qui traîne sur, on va dire, à peu près de l'époque de toute la bande de Kian Kojandi, de Bruno Navo Muschio, etc. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle a décidé de plus... Là, elle est en pause, Elle veut plus monter sur les planches parce qu'elle est comme ça. Moi, je veux plus. Alors que moi, je la trouve... Génie. Elle est partie au sommet de son art. Quoi. J'espère que tu reviendras, frérot. Oui. Moi, j'y crois. Mais moi, ce que j'ai beaucoup vu chez Shirley aussi, c'est une vraie envie de transmission en vieillissant, carrément. Tu vois, d'avoir ce truc de je veux aider la jeune génération. La nouvelle génération, grave. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que petite jeune qui débutait? Ah bah moi, ça m'a... Déjà, Shirley m'a beaucoup aidé à faire que je joue, quoi. Enfin, tu vois, à parler de moi à des humoristes qui avaient des plateaux, me dire les scènes où je pouvais... aux portes auxquelles je pouvais toquer, à beaucoup moi aussi me faire connaître en m'invitant, comme tu dis, à me faire confiance quoi, à des festivals, des événements, des premières parties, ma première télé c'était aussi avec Shirley quoi, sur France TV / autour de Shirley Soignon. Donc et elle était toujours très rassurante quoi, en me disant mais t'inquiète ça va aller, je te fais confiance. Il y avait aussi un peu un truc, c'est ça que j'ai bien aimé parce que je me souviens que je lui avais demandé très tôt de faire des premières parties et elle m'avait dit
tu verras, je te dirai quand il sera temps. Et ça, c'était cool, quoi. Enfin, tu vois, c'est hyper important. Et donc, il y a eu ce côté, ouvrir des portes, donner de la visibilité, faire connaître, etc. Et puis aussi, moi, gros exemple, quoi. Parce que au début, je me demandais, est-ce que je vais pas être trop communautaire à faire des blagues de lesbiennes? Est-ce que ça va parler à tout le monde? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on peut être, entre guillemets, grand public et aborder ces sujets? Et puis parfois, moi j'avais peur aussi à des moments d'aller trop loin dans des sujets. Et en fait, je voyais Shirley qui cartonnait, qui retournait des salles en parlant d'homosexualité, d'homophobie, de racisme, franchement sur des sujets parfois polémiques ou touchy. Et sur du le coup, dernier spectacle, ça parle, elle va encore au-delà, ça parle de fluidité de genre. Donc alors on est dans l'espace. Donc du coup, même de violences sexuelles et tout, et elle arrive à faire des punchlines, des fous rires et tout. Donc je me disais, waouh, c'est hyper impressionnant, c'est hyper inspirant, quoi. Donc il y avait je sais que Shirley m'a aidé à me dire, vas-y, continue, quoi. On peut, c'est possible. Quand tu dis continue, ça veut dire quoi? Creuse? Continue à bosser, quoi, parce qu'au début t'es pas forcément hyper drôle, tu prends des bides, c'est un travail de longue haleine, quoi, le travail sur scène. Donc tu peux vite être découragé, tu peux vite te dire en fait non, c'est trop dur, j'ai pas envie, flemme, ça va pas marcher. Et non, du coup, j'avais trop envie d'y arriver, quoi, quand même. Je te dis creuse parce que moi, j'ai l'impression que Shirley, elle a passé son temps à creuser, d'aller de plus en plus profond, et d'aller de plus en plus vers l'intime, et d'aller de plus en plus vers... ok, dans ce sens-là. Ouais, je parle tu vois, d'aller de plus en plus vers... oui, c'est vrai, ouais. Vers toi, et vers qui tu es profondément, au plus profond de l'humain, finalement. Oui, c'est vrai, ouais. Alors non, je le voyais pas dans ce sens-là, mais aussi, je pense que ça a quand même été un peu le cas dans l'évolution de mon spectacle. J'ai l'impression que plus ça a avancé, plus je suis allée plus loin dans des sujets, plus dans une forme de sincérité, ouais. C'est important pour toi de venir porter ce message? Grave. Moi je sais que j'ai toujours, parce que par exemple, je me suis toujours dit que que dans mes blagues, je voulais aussi qu'il y ait du fond, et je voulais qu'il y ait il y ait des messages. Parce que oui, t'aurais pu parler de soirée raclette, quoi, tu vois. Grave. Mais j'y arrive pas à chaque fois. Je me suis souvent dit ça en sortant de concours d'humour, le festival de Plougastel ou les trucs, et où à chaque fois j'avais l'impression d'être complètement à côté, moi, avec mes discours, mes trucs très, entre guillemets, engagés, politiques, alors qu'il y en avait qui faisaient des blagues sur, comme tu dis, le métro. Et c'est cool aussi, mais du coup, je me disais, il faut que tu fasses des trucs plus simples. Et après, je me mettais devant ma feuille, alors. Eh ben, j'ai pas d'idée, quoi. Donc, non, je crois que c'est un truc viscéral en moi, ouais. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est un besoin d'expression. Je pense que je me sers du stand-up pour dire des choses que j'arrive pas à dire dans la vie, quoi. Ah ouais? Ah ouais, grave. Ouais, grave. Non, mais mon coming out, il y a des gens qui l'ont appris sur scène. Il y a plein de sujets. C'est pas bien de faire ça. J'en parle sur scène avant d'en parler aux gens, quoi. C'est pas bien. C'est là où t'es, quoi. Moi, je juge pas, tu vois, je trouve pas ça bien ou pas bien. Il y a un petit truc psychanalysé derrière, quoi. Ça revient peut-être à la petite timide que t'étais. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, c'est sûr. Mais du coup... T'as grandi dans une famille où on parlait beaucoup de sentiments, d'émotions et tout, ou... Oh, pas trop, non. On parlait pas... la communication n'est pas la plus dingue. Ouais. Donc... et on parlait pas... Parler de soi, quoi, tu vois. Pour moi, il y a des familles où c'est pas possible, quoi, tu vois. Il y a une forme de timidité, de pudeur. Ouais, c'est ça, ouais. Intrinsèque qui fait que c'est pas possible, quoi. Grave, ouais, carrément. Mais donc du coup, ouais. Tes parents, ils ont appris ton coming out sur scène ou... Non, quand même pas. Je sais pas. Non, pardon. Non, mais... Ça pourrait, hein.
Non, mon coming out, c'est en fait, je crois que j'ai eu ma première grosse rupture un peu douloureuse et j'étais trop mal et du coup, à un moment donné où j'étais genre, maman, j'étais triste et en plus, c'était une fille. Donc c'est un peu sorti comme ça Ouais. et mon père, ouais, c'était aussi dans le même timing. Mais c'est marrant parce que du coup j'ai 2 grands frères et j'ai un de mes grands frères qui est gay aussi qui a Ok. fait son coming out avant et bizarrement ça me faisait peur alors que pourtant ils avaient bien réagi pour lui donc il n'y avait pas de raison Ah, ça te mais faisait peur, ton coming out à toi? ouais j'avais Ouais. quand même hyper peur mais d'ailleurs je voudrais écrire des vannes là-dessus Pourquoi ça te fait sur peur? les fratries queer. Ouais. Bah parce que je sais pas, le fait que lui c'était un mec, je sais pas, moi je suis la seule petite fille je suis la seule fille de la famille et du coup j'avais un truc de moi ça va pas passer quoi, ça va être la goutte de trop quoi. C'est Ah ouais, c'est bizarre hein. c'était ton frère qui avait utilisé le Joker gay, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça ouais. Oh, waouh, ok, Donc ça me faisait très peur. ok. Et puis j'étais la fille quoi, donc je sais pas, il y avait un truc de je vais les décevoir, je sais pas. Toujours bon élève. Grave, insupportable. Faut bien faire les choses Ah ouais, non mais ça. dans les bonnes. Bah, t'étais mal barré, hein. Ouais. Pour bien faire les choses dans les bons rails. Déjà de base, t'es saltimbanque, tu vois, donc C'est clair. t'as raté ta carrière d'ingénieur, hein. Mais bon, quand même, mes parents sont rassurés. J'ai quand même le bac, j'ai mon diplôme. Puis ouais, c'est... Ah, ah ouais. Ah bah oui, je pense que ça les rassure quand même. Ouais. Si j'avais fait du stand-up après, en sortant du lycée, je pense qu'ils auraient stressé un peu. Ouais. Ouais. Donc là, ça fait ouais, c'est ça, 7-8 ans maintenant que tu joues. En vrai, t'as roulé ta bosse, quoi. Bah ouais, Non, mais c'est grave. vrai que t'es encore jeune, mais en vrai, l'air de rien, ça fait 7-8 piges que tu joues. Donc Ouais. ça veut dire que t'as déjà accumulé Pas mal d'expérience, ouais. une expérience assez balèze, quoi. Mais ça me fait dire aussi, tu vois, que faut persévérer. Ah bah ouais, tellement. Raconte-moi un petit peu ton rapport à la persévérance. Après, moi étant très scolaire, j'ai été... Enfin, tu vois, ça fait que 2 ans et demi que je bosse plus à côté en parallèle. Ah, t'as Donc je continué suis pendant vraiment... longtemps. Bah ouais. Donc du coup... il y a T'avais eu peur quand même 5 ans où je faisais les deux, donc du coup je jouais pas autant que certains autres humoristes qui font ça peut-être depuis à plein temps depuis plus longtemps quoi. Donc Qu'est-ce qui fait que t'as continué si longtemps? bah, j'avais peur, je me disais est-ce que vraiment je peux en vivre ouais, j'ai été très très précautionneuse quoi sur ce truc. Je me suis dit, j'ai vraiment quitté mon taf au moment où je me disais oui c'est bon. J'ai mon spectacle, ça remplit, je vais avoir l'intermittence, je suis safe, quoi. Ouais. T'avais rempli toutes les cases d'abord. Non, et après, non, en vrai, il y a quand même une pandémie. C'est-à-dire que normalement, je voulais partir, je voulais quitter mon job en 2019 et il y a eu le Covid. Et donc là, j'ai fait, attendez, je vais rester faire les trucs d'ingénieur, là, c'est pas mal. T'avais donc, prévu de partir déjà? Ouais. Tu leur avais annoncé que tu partais et tout? Ah ouais. Ouais. Vraiment le timing de ouf. Ah ouais. Ouais. Et non, et franchement, j'ai de la chance parce qu'ils ont été très cool et ils m'ont dit bah oui, pas de souci. Enfin, après ça les a arrangés en même temps, mais Bah, c'est quand même mieux de garder quelqu'un qui a bah X années d'expérience, quoi. Et mais donc du coup ça, bah ouais, forcément, j'ai rempilé quand même bien, oui, bah 2 ans et demi quoi. Le temps que tu sais entre les couvre-feux, les machins, j'ai attendu que tout ça stabilise pour vraiment bien partir quoi. Et t'es heureuse de ta décision aujourd'hui? Grave. Alors que purée, c'était horrible cette décision. J'avais peur, j'avais vraiment l'impression de sauter dans le vide. Et oh non, je regrette pas du tout. Oh. Qu'est-ce qui faisait que t'avais peur? La sécurité, c'est ça Ouais, la sécurité financière. Ouais, et j'avais peur du coup de pas. Bah, de pas tant avoir de taf que ça, quoi. Tu vois, je me disais, bon, à l'époque, j'avais mon spectacle 2 fois par semaine, je faisais des plateaux, mais pas non plus tous les jours, donc je me disais, qu'est-ce que je vais faire de mes journées Finalement, tu te donnais un peu une opportunité de rater, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, tu te disais, bon, comme je suis pas à plein temps, c'est bon, peut-être que si ça marche, c'est pas si grave, machin. Ouais. Ok.
Et en fait, après, à partir du moment où j'ai quitté mon job aussi, les gens autour l'ont su, donc me proposaient plus de trucs. Enfin, en fait, du coup, Oui. et ça a grave fonctionné, quoi. Ça ouvre d'autres portes, en fait. Enfin, quand tu fermes une porte, ça en ouvre d'autres, quoi, Bah forcément. ouais, c'est clair. Ok. Donc ça, c'est cool, quoi. Et donc là, tu joues ton spectacle en tournée. Enfin, donc Paris, on en a parlé. Ouais. En tournée ensuite pendant l'hiver. En tournée ensuite. Et puis, après, je pense que j'aimerais bien faire une petite pause. Ouais. Et puis réfléchir à un deuxième spectacle, quoi. Mais j'ai pas encore de thème précis. Mais en fait, j'ai hâte de retourner dans ce moment aussi d'écriture, en comédie club, de travail, entre guillemets, de terrain, tu vois, de tester des vannes et tout ça. Ça me manque. J'ai plus trop le temps de le faire. Parce que là, en plus, en ce moment, quand je fais des plateaux, je fais plutôt des trucs sûrs pour faire la promo pour le spectacle et tout. Et donc, je suis un peu en manque de, tu vois, retrouver des nouvelles idées, écrire du neuf et tout. Donc ça, j'ai un peu hâte, ouais. Oui, parce que t'as un peu le cul entre deux chaises, peut-être pour expliquer aux gens, t'as un peu le cul entre deux chaises entre, ok, je vais faire des blagues qui marchent, et dont je suis sûr qu'ils marchent, que j'ai testé, retesté, pour donner envie aux gens de venir voir mon spectacle, quoi. Et puis, leur proposer des trucs neufs, mais que t'as pas encore testé. Ouais, donc tu sais pas si ça va vraiment marcher, quoi. Ça, c'est dur, hein. Ouais. Ça, c'est tout le duel intérieur en mode est-ce que je joue mes blagues sûres pour mon ego ou non, il faut écrire de nouveaux trucs et tester, quoi. Parce que j'imagine que ok, t'as fait ton premier là maintenant, mais le deuxième c'est un peu faut tout redémarrer à zéro, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Je te raconterai. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Écoute, franchement, non. Franchement, on a quand même parlé de l'ingénieur informaticien, donc. Incroyable. Incroyable. Non, écoute. En tout cas, ouais, non, mais merci à Shirley. Moi, je suis très reconnaissante, en tout cas, envers même, Marine Baousson, Laura Domange, toutes les meufs aussi de la génération d'au-dessus qui aussi m'ont ouvert des portes, et je trouve qu'il y a une belle solidarité, transmission comme ça, et ça, c'est précieux, quoi. C'est fou quand même, hein, parce que on a tellement éduqué les meufs à se tirer dans les pattes. C'est vrai. Que c'est plutôt chouette que ça fonctionne bien dans ce sens-là, quoi. Ouais, grave. Et tu sens que, donc là, c'est un peu genre les grandes sœurs, quoi. Ouais. Tu sens que ça fonctionne aussi en termes par rapport à ta génération actuelle? Ah grave, en tout cas avec le Comedy Love, je sais qu'on va inspirer aussi des nouvelles personnes. Du Comedy Love, on n'a pas parlé. Non, mais oui, c'est vrai. Écoute, oui, c'est vrai, ça. J'ai créé le Comedy Love avec deux copines, Mao, Drama, et Lucie Carbone. Et oui, parce que un des sujets quand même dans le stand-up, c'est le sexisme, et que quand on a commencé, c'était pas évident quand même de trouver des scènes. Tu dis n'importe quoi. Comment ça? C'était pas évident de trouver des endroits pour jouer, et donc on a créé notre scène. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que il y a plein de plateaux où il y a une meuf, des c'est mecs la Schtroumpfette. Et une meuf, voilà. Une meuf pour 6. Je suis gentil. Une meuf pour 8. Ouais. Et donc oui, avec Mao et Lucie, on a créé notre plateau, le Comedy Love, et voilà, quoi. Et on avait comme ligne directrice de pas de blagues sexistes, homophobes, racistes, grossophobes, et de vouloir créer cet environnement bienveillant, safe, et engagé, puisqu'on faisait à chaque fois des collabs avec des assos. À qui on reversait des recettes, et en fait c'est aussi dans cet espace qu'on a grave écrit et taffé nos spectacles, quoi. Et on a fait venir justement un public aussi nouveau vers le stand-up qui disait mais justement on pensait que c'était que des blagues misogynes dans des caves. et ça, c'est trop cool, et ça, on est très fiers de ce qu'on a aussi fait émerger, et du coup, je disais, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de nouveaux humoristes, plein de plateaux de stand-up qui reprennent un peu cette
cette vibe-là Oui. féministe, queer, et du coup, ça fait trop plaisir, quoi. Ça se passe à la Nouvelle Scène, c'est ça, le Comedy Love? Ouais. On le fait plus, là, on est un peu en pause, parce qu'on a chacun nos spectacles, donc Oui. c'est un peu compliqué. Mais oui, c'était la Nouvelle Scène, ouais. Où t'as joué? Tout à fait. Où il y a toujours, je crois qu'on peut le C'est dire pour The les gens. Place to Be. C'est ça, il y a toujours des artistes émergents qui sont cool. Jessie Varin, Queen. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci à Tani, toi. je mettrai des liens pour que les gens Ok. puissent aller découvrir ton travail. C'est quoi l'endroit où ils peuvent te contacter le plus facilement possible? Pour découvrir mon travail, Instagram. Instagram. All right. Tani l'autre. Tani l'autre. Je mettrai le lien. Tani l'autre. TAHNEELAUTRE. Comme sur les plateaux. Suivez-moi. Suivez-moi. Donnez-moi de la force. Là, ça faisait un petit peu les chiffres et les lettres. Hein, Ouais, ceci c'est dit. vrai. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.